Pouvons-nous vraiment choisir? Y a-t-il des cultures qui se passent de morale? Ici encore, pour une bonne part, l'enjeu réside dans ce que veut dire le terme. Certains stigmatisent la morale comme phénomène spécifique à l'Occident et dont les racines plongent dans sa tradition judéo-chrétienne. D'autres la croient un universel culturel. Je ne prétends pas savoir ce qui est en jeu dans ces affirmations, mais l'analyse normativo-expressiviste nous conduit à une question importante. Les normes de la culpabilité et du ressentiment sont-elles universelles? La question ne porte pas sur les normes en général ni sur les pratiques critiques en général. Je ne tiens pas à savoir si toutes les cultures ont des normes ou des pratiques critiques. La question est plutôt de savoir si les émotions que j'ai appelées spécifiquement morales sont universelles dans la culture, et si l'existence de normes pour les gouverner est un universel culturel. J'ai reformulé de vieux problèmes. Je n'ai pas tenté de les résoudre. Il s'agissait de voir ce qui peut être fait à partir de la proposition de Mill. Une fois la morale définie et limitée de la façon qu'il suggère, des questions familières peuvent être énoncées. Énoncer de manière nouvelle et devenir alors des questions sur la structure des sentiments correctement fondés. 4. La psychologie normative. Les analyses du chapitre précédent étaient incomplètes. J'y ai analysé deux concepts qui sont centraux dans la théorie de l'éthique. Qu'une personne soit à blâmer pour un acte et qu'un acte soit injuste au sens subjectif. Mais j'ai formulé ces analyses selon les termes d'une autre notion qui est restée inexpliquée, selon les termes de l'acceptation de normes. Je ne puis pourtant pas rester tout à fait silencieux sur la nature des normes. Après tout, j'ai commencé à proposer diverses thèses. J'ai suggéré que toutes les normes étaient avant tout des normes de rationalité, des normes qui mesurent ce qu'il est censé de faire, de croire, de sentir, etc. On doit comprendre ce que cela veut dire de qualifier quelque chose de rationnel, selon les termes définissant ce que c'est que penser ou croire cette chose rationnelle. Or, penser que quelque chose est rationnel, c'est accepter des normes qui permettent cette chose. Toutefois, ce qui manquait, c'était une tentative réelle, même minime, pour expliquer ce que cela veut dire qu'une personne accepte des normes. Comment peut-on expliquer l'acceptation de normes? La voie la plus directe serait de prolonger l'analyse. Nous pourrions chercher une définition simple et directe de ce que cela signifie de dire qu'une personne accepte telle et telle norme. Mais je doute qu'une telle analyse soit possible. Les philosophes connaissent des termes cruciaux qui bloquent l'analyse. Je soupçonne que si tous les philosophes voulaient se mettre à analyser l'acceptation de normes, ils échoueraient tous. Alors, si l'analyse est impossible, comment puis-je espérer expliquer l'acceptation de normes? En fait, ce que je vais faire, c'est me livrer à un début de théorisation psychologique. Je désire suggérer que le fait d'accepter une norme est un type important d'état psychologique, que nous sommes loin de comprendre entièrement. Nous pouvons espérer non pas définir cet état précisément, mais le désigner. Je suggère qu'il existe un état psychologique dont l'importance est centrale, qui correspond en gros à la notion ordinaire de l'acceptation d'une norme par une personne. Je dirai ce que je pourrai de cet état putatif, en citant divers fragments de preuves, diverses directions de raisonnement qui, je crois, prêtent de la vraisemblance à la thèse qu'un tel état existe. Ces fragments de preuves consistent d'un côté en croyance et en vocabulaire de bon sens, et de l'autre en observation aussi bien systématique qu'occasionnelle. Je proclamerai alors que je m'intéresse à tout état psychologique important d'un point de vue théorique, s'il en existe un qui correspond en gros à ce que j'aurais dit. Donc, mon but n'est pas seulement d'élucider des concepts et croyances ordinaires, mais de les utiliser comme guide. Ils peuvent nous guider dans nos spéculations pour savoir à quoi pourrait ressembler une psychologie scientifique adéquate. L'hypothèse vague que je vais développer est que dans une psychologie scientifiquement adéquate figurerait un état correspondant en gros à la notion de sens commun d'accepter une norme. Cet état aurait une place centrale dans l'histoire de la pensée et de la motivation humaine. Des systèmes de contrôle concurrents. Commencez par considérer des cas de faiblesse de la volonté et d'effort pour le contrôle de soi. Supposez que je ne puisse parvenir à m'arrêter de manger des cacahuètes lors d'une soirée. Que se passe-t-il? Voici la description de sens commun. Je pense qu'il est censé d'arrêter de manger des cacahuètes, et en fait qu'il n'est pas censé de continuer à les manger, mais je continue néanmoins à les manger. Il semble que dans ce cas, j'accepte une norme qui prescrit de ne plus manger de cacahuètes, mais que je continue à en manger quand même. Dans cette explication de sens commun, on postule que l'acceptation d'une norme est motivante, au moins dans une certaine mesure. Croire que je devrais m'arrêter tend à me faire arrêter, mais dans cette occasion, la motivation provenant de mon acceptation d'une norme est dominée par une motivation d'un autre type, mon envie ou mon appétit de cacahuètes.
L'envie en soi ne relève pas du fait d'accepter des normes. De fait, on qualifie parfois ces envies d'animales. Nous pensons que c'est un type de motivation que nous avons en commun avec les bêtes. Voici le tableau de deux systèmes motivationnels en conflit. Un des systèmes est d'un type que nous croyons particulier aux êtres humains. Il fonctionne par l'acceptation de normes par une personne. Nous pourrions qualifier ce type de motivation normative, et la faculté psychologique putative qui est ici impliquée de système de contrôle normatif. Nous pourrions qualifier l'autre système putatif de système de contrôle animal, puisque nous pensons que c'est la partie de notre système motivationnel que nous avons en commun avec les bêtes. Traitons ce tableau comme une vague hypothèse psychologique sur ce qui se produit dans le cas typique de faiblesse de la volonté. Quelle est la vraisemblance de cette hypothèse? Le sens commun lui apporte un certain soutien et elle peut donc prétendre s'intégrer à l'éventail bariolé d'observations qui ont façonné nos conceptions ordinaires du monde. Cependant, cette seule vraisemblance est faible. Après tout, le sens commun pourrait se cramponner à un tableau qui ne correspondrait qu'à une partie de l'observation de tous les jours. En tout cas, il n'est pas touché par les observations qui pourraient être faites ultérieurement au cours d'une investigation psychologique systématique. Le sens commun peut constituer un bon point de départ pour une théorisation psychologique, mais on ne saurait s'y arrêter. On ajoute un peu de vraisemblance à l'hypothèse en considérant l'évolution de l'homme. Pourquoi le langage a-t-il évolué dans le genre humain? Pourquoi une capacité linguistique aurait-elle été positive pour l'adaptation chez les proto-humains? Un des éléments importants dans cette histoire doit être bien sûr que le langage permet la communication simple et directe des croyances. Mais cette histoire doit aussi impliquer les sortes d'activités planifiées et coordonnées que rend possible le langage. Les humains font des projets ensemble, ils font des accords, ils exhortent. Leur langage facilite à la fois une coordination complexe entre les individus et des projets individuels complexes. Et si les mots n'avaient aucun pouvoir de nous émouvoir, rien de tout cela ne serait possible. Il est donc nécessaire que les mots motivent. Quel rapport tout cela a-t-il avec les normes? Dans de nombreux cas, une norme s'énonce dans le langage, ou se pense en mots. Nous pourrions dire qu'une norme est un précepte encodé de manière linguistique. Alors, peut-être devrions-nous penser à la motivation que j'ai appelée normative, comme à une motivation d'un type particulier pénétré de langage. Un type de motivation qui s'est développé à cause des avantages de la coordination et de la planification par le langage. Si le langage occupe une place centrale dans la motivation de l'homme, nous devrions alors nous attendre à des conflits entre des motivations de types différents. D'un côté, le type de motivation particulier à l'homme, pénétré de langage, et de l'autre, des types de motivation plus primitifs du point de vue de l'évolution. Après tout, la biologie nous offre de nombreux exemples de systèmes en double qui ont une fonction commune, et où un système est plus récent que l'autre du point de vue de l'évolution. Le système de contrôle normatif et le système de contrôle animal pourraient constituer un cas exemplaire. Pour comprendre les normes, nous devons demander comment le langage motive. Il est très possible qu'un système de motivation particulier, pénétré de langage, soit apparu dans le cadre de l'évolution des capacités linguistiques de l'homme. Et si c'est le cas, nous pourrions commencer la discussion de l'acceptation d'une norme en renvoyant à ce système et en disant que ce qu'il fait, dans tous les cas, c'est accepter une norme. Je pense que nous ne saurions nous satisfaire de cette proposition, mais elle constitue un bon point de départ. Les conflits avec des motivations sociales. La faiblesse de la volonté implique un conflit, et jusqu'à présent dans ce travail, il est agi de conflits entre les normes qu'accepte une personne et un appétit. De nombreux cas apparents de faiblesse de la volonté ne sont pas de ce type. Souvent, ce que nous rencontrons, c'est un conflit entre notre meilleur jugement et des motivations sociales puissantes. La gêne nous paralyse, ou le désir de nous faire bien voir, ou quelque autre motivation qui est particulièrement sociale. Les exemples ne manquent pas. Il est possible que je sois incapable de me décider à quitter un cours en plein milieu, même s'il est important pour moi d'être ailleurs. Il se peut que je sois incapable de dire à mon interlocuteur une chose dont je sais qu'elle sera pénible pour lui, mais si je pense qu'il est nécessaire que cette chose soit dite. Même si je pense qu'il est nécessaire que cette chose soit dite. Ma réflexion sur le contrôle normatif ne semble pas s'être occupée de cas semblables. La série d'expériences sur l'obéissance que propose Milgram constitue une démonstration particulièrement impressionnante de ce type de conflit. Milgram, 1974, on trouve une réflexion fascinante de ces expériences et de leur implication dans Sabini et Silver, 1982. On a demandé au sujet de ces expériences d'administrer des chocs électriques qui étaient de plus en plus douloureux jusqu'à pouvoir même être mortels à un autre sujet. En tout cas, c'est ce que les sujets croyaient. En réalité,
Notre sujet n'était pas soumis à des chocs, mais jouait le rôle de complice de l'expérimentateur. En gros, 2/3 des sujets ont fini par faire tout ce qu'on leur ordonnait de faire, bien qu'ils en fussent choqués, et malgré des protestations vigoureuses. Même quand les sujets se dérobaient une fois que l'expérimentateur disait des choses du style « l'expérience exige que vous continuiez », la majorité s'exécutait. Milgram 1974, pour le tableau des principaux résultats de ses expériences. Dans une variante de l'expérience, le sujet et la victime étaient placés dans la même pièce, à quelques mètres l'un de l'autre. Il ne s'est alors trouvé qu'une minorité de sujets pour s'exécuter jusqu'au bout, mais une minorité encore importante, 40%. Quand nous lisons la description de telles expériences, nous sommes révoltés par ce qu'ont fait les sujets. Leur action viole des normes que nous acceptons. Toutefois, la quasi-uniformité dans l'acquiescement des sujets en substance devrait suggérer à chacun d'entre nous: si j'avais été un des sujets de ces expériences avant d'en avoir entendu parler, moi aussi j'aurais coopéré avec l'expérimentateur, peut-être complètement et presque certainement, davantage que je ne voudrais l'avouer. La situation dans laquelle je me serais trouvé m'aurait énormément dérangé, et j'aurais vigoureusement protesté en considérant l'expérimentateur comme un fou. Néanmoins, je me serais probablement exécuté. En réalité, ce n'est pas cela que les gens prédisent sur eux-mêmes, ou même sur les autres. Certaines des explications citées par Milgram suggèrent que quand ils réfléchissent à la situation, les gens ne séparent pas la question de ce qu'il faut faire de la question de ce qu'ils feraient en réalité. Ils réfléchissent plutôt pour déterminer ce qu'il faut faire dans cette situation. Ils prennent une décision hypothétique. Et puis postulent que ce qu'ils ont décidé de faire est ce qu'ils feraient réellement s'ils se trouvaient dans cette situation. Le sujet typique de l'une de ces expériences se trouve clairement plongé dans une certaine sorte de conflit. Ce qui le montre, ce sont ses protestations et son agitation extrême. Des sujets différents réagissaient de manière très différente. Pour des échantillons de description, Milgram, 1974, chapitres 5 et 7. Les réactions qu'il décrit vont de l'agitation et des protestations au défi tranquille, à la résignation, à des gloussements, à l'obéissance résignée. Mais le conflit n'oppose pas une norme qu'il accepte à un appétit corporel. Il semble plutôt s'agir d'un conflit entre une norme et une autre. Le sujet accepte la norme, interdisant le dommage intentionnel, la norme selon les termes de laquelle nous condamnons nous-mêmes son comportement. Ce qui le montre, c'est la vigueur de ses protestations. Il obéit néanmoins à un expérimentateur qui lui dit de violer cette norme. Il semblerait qu'il agisse ainsi sous l'effet d'un complexe de motivation. Il aborde l'expérience tout prêt à se montrer poli et obligeant, à faire son travail dans le cadre de l'expérience, à suivre les instructions de la personne responsable. Nous pourrions donc dire que le conflit se produit entre des normes qui s'opposent. D'un côté, une norme de non-dommage et de l'autre, des normes qui disent de suivre des instructions, de coopérer et de faire son travail. Que tirer de ce conflit ? Une bonne partie de ce que j'ai dit à propos du sujet de l'expérience s'applique aussi bien à nous, lecteurs d'un compte rendu de l'expérience. Comme le sujet, nous acceptons des normes de politesse, de volonté de coopérer et la norme selon laquelle nous devons faire notre travail, les normes qui déterminent le comportement du sujet. Comme lui, nous acceptons les normes qui interdisent d'infliger de la douleur et de mettre autrui en danger. Alors, qu'est-ce qui nous différencie du sujet ? Il semble que ce soit que nous, les lecteurs, nous jugeons que les normes interdisant d'infliger de la douleur et de mettre des personnes en danger l'emportent de façon décisive sur ces normes de politesse et de volonté de coopérer. Alors qu'en fin de compte, le sujet agit sous l'effet de normes de politesse et de volonté de coopérer, bien qu'il accepte ces autres normes. Nous n'avons pas affaire à une différence de caractère, mais de contexte. Le contexte dans lequel nous pensons, nous jugeons et nous agissons. S'il avait été en position, le lecteur, le sujet, aurait réagi d'une façon très proche de la nôtre. Si nous avions été des sujets tout en approuvés que nous aussi, nous aurions fort bien pu faire comme eux. Sabini et Silver, 1982, utilisent l'expérience de Milgram pour montrer comment des gens initialement convenables et ordinaires ont pu devenir, dans des circonstances concertées par les nazis, invraisemblablement brutaux. Ils soutiennent qu'une correction morale normale dépend de circonstances sociales dans lesquelles les gens puissent conserver leurs repères moraux. Quel rôle jouent les normes dans tout ceci ? Le conflit oppose un ensemble de normes à un autre ensemble de normes. C'est vrai, mais c'est suggérer une symétrie déceptive.
Dans le dispositif de Milgram, les deux ensembles de normes ont des rôles psychologiques différents. La norme de non-infliction d'un dommage prévaut dans les jugements d'observateurs désintéressés, alors que les normes qui ordonnent de coopérer volontairement, d'écouter les instructions et de faire son travail contrôlent l'agent dans le feu de la confrontation sociale. Depuis notre point de vue désintéressé, il est clair que dans leur application à cette situation, les normes s'opposent au fait d'infliger de la douleur et du danger, sont toutes puissantes. Pour le sujet, ce sont les normes de la volonté de coopérer qui prévalent. Le langage ordinaire comporte des procédés qui permettent quasiment de désigner ce contraste. En tant que juge, nous acceptons une norme interdisant d'infliger un dommage et nous acceptons que dans la situation des sujets de Milgram, cette norme l'emporte sur les normes ordonnant de coopérer volontairement et de faire son travail, normes que nous acceptons aussi. D'un autre côté, les sujets n'acceptent pas authentiquement le fait que dans leur situation, les normes de la volonté de coopérer, etc., l'emportent sur toutes les autres normes. Nous pourrions dire plutôt qu'ils sont en prise à ces normes. Alors, dans le langage courant, il y a contraste entre le fait d'accepter une norme, précisément le fait d'accepter qu'un ensemble de normes l'emporte sur un autre dans une situation donnée, et le fait d'être sous l'emprise d'une norme. S'il faut faire une distinction de ce type, comment se rattache-t-elle à des imputations de rationalité ? J'avais proposé dans le paragraphe précédent que qualifier une chose de rationnelle, c'était exprimer notre acceptation des normes, qui tout compte fait l'autorise. Une fois que nous avons distingué le fait d'accepter une norme du fait d'être sous son emprise, il nous faut demander lequel des deux a sa place dans l'analyse normativo-expressiviste de rationnel. Dans les exemples auxquels j'ai eu recours pour mettre en évidence cette distinction, la réponse semble claire. Ce qui compte ici, c'est d'accepter des normes, pas d'être sous leur emprise. Après tout, dans l'une des expériences sur l'obéissance préparées par Milgram, qu'est-ce qu'un sujet pense rationnel de faire ? S'il est réellement dans un état de faiblesse de la volonté, c'est probablement parce qu'il pense qu'il n'est pas censé de coopérer, mais se trouve néanmoins en train de le faire. Autrement dit, il fait ce qu'il pense être irrationnel. Or, ce qu'il fait effectivement dans ce cas est l'affaire des normes sous l'emprise desquelles il se trouve, des normes de politesse et de volonté de coopérer. De l'autre côté, ce qu'il pense être rationnel de faire, c'est ce qu'exigent les normes qui s'opposent au fait d'infliger de la douleur et du danger, et ce sont les normes qu'il accepte comme ayant le plus de poids dans sa situation. Donc, dans ce cas, le fait qu'il pense qu'il est irrationnel de coopérer consiste apparemment dans le fait qu'il accepte, comme ayant le plus de poids dans sa situation, les normes qui s'avèrent prohiber la coopération. Ainsi, le fait de penser que quelque chose est rationnel ou irrationnel semble dépendre non du fait que nous soyons sous l'emprise des normes, mais du fait que nous les acceptons. L'adaptation biologique. Jusqu'à maintenant, j'ai illustré la distinction entre le fait d'accepter une norme et le fait d'être sous l'emprise d'une norme, mais je n'ai pas présenté de théorie de la différence. Ce que je pourrais suggérer sera forcément très conjonctural, mais j'espère qu'une telle conjecture incitera à des recherches plus solides. Peut-être prêteront-elles quelques vraisemblances à ma thèse centrale. Quelque chose comme la notion ordinaire d'acceptation d'une norme doit figurer dans une psychologie de l'homme adéquate. D'abord, je dispose de la toile de fond. Je veux comprendre l'acceptation de normes en tant que phénomène naturel biologique. Je n'entends pas par là que nous devrions ajuster l'acceptation de normes à une préconception grossière de ce qui pourrait être biologique. La vie humaine demande une biologie qui soit adéquate à son sujet, mais j'entends que j'ai l'intention d'avoir recours à la théorie de la biologie pour nous aider à comprendre les phénomènes que j'ai mis en évidence. S'il existe une chose telle que la régie par les normes, il doit y avoir des mécanismes psychiques qui l'accomplissent et nous pouvons poser des questions sur leur fonction biologique. Ce que je veux suggérer, c'est que cette fonction est de coordonner. Accepter une norme et être sous son emprise manifeste deux systèmes de coordination différents. Des deux, la capacité à accepter des normes est particulièrement humaine et dépend du langage. Commencer par le concept général de fonction biologique. La biologie est une histoire de fonction. Ainsi, comment pourrions-nous comprendre le cœur autrement que comme une pompe ? De la même manière, pour comprendre les mécanismes psychiques sous-jacents à l'acceptation des normes et au fait d'être sous leur emprise, nous devrions essayer de comprendre leur fonction. Il faudrait gloser cette discussion sur la fonction dans le vocabulaire de Darwin.
Les résultats de la sélection naturelle imitent le dessin intentionnel et la fonction est l'analogue chez Darwin de la finalité dans le dessin. Alors quelle finalité grandiose pouvons-nous discerner dans le dessin qui préside aux organismes? La nature met en évidence des finalités concurrentes dans le dessin d'organismes concurrents. La lionne est forte, rusée et peut se camoufler de façon à tuer des antilopes. L'antilope a le sens aigu et les pieds légers de façon à échapper aux lionnes. De fait, de la sélection naturelle, chacun de ces organismes a l'air d'avoir été conçu pour une finalité séparée, et il est possible que ces finalités séparées entrent en conflit. La théorie de Darwin dissipe par ses explications ce discours sur la finalité de la nature. Elle dit que cette apparence d'un dessin dans les organismes résulte d'une accumulation de mutations et de nouvelles combinaisons génétiques qui ont favorisé la reproduction. Certaines caractéristiques des organismes sont transmissibles. Les parents lèguent des gènes à leur descendance qui déterminent son génotype. Et le génotype ainsi que le milieu déterminant déterminent à quoi ressemble l'organisme, le phénotype de l'organisme. Il arrive que les gènes subissent des mutations et de nouvelles caractéristiques du phénotype apparaissent souvent sous la forme de légères variantes des anciennes. Dans le long terme, les caractéristiques qui ont entraîné un meilleur succès dans la reproduction en arrivent à prédominer et dans un encore plus long terme, ces mutations qui améliorent la reproduction s'accumulent. C'est l'explication de l'apparence de dessin dans la nature. Chaque organisme résultant aura l'air d'avoir été conçu dans la finalité de se reproduire. Les biologistes parlent de succès reproductif, de pression de la sélection et d'adaptation. Le succès reproductif d'un organisme, c'est en gros le nombre de descendants qu'il a dans un avenir éloigné. Son amélioration résulte de tout ce qui améliore la survie, la production d'une descendance et les soins accordés à cette descendance pour qu'elle puisse survivre, elle aussi, procréer et soigner sa propre descendance. Nos gènes se reproduisent aussi quand notre souche se reproduit. Il se peut donc que l'adaptation soit améliorée par des choses qui aident la souche à survivre et à se reproduire. Alors il faudrait comprendre l'adaptation comme adaptation inclusive. Elle inclut les bases de la sélection par souche. Les effets qu'a un organisme sur la reproduction de son matériau génétique par des parents de souche. Hamilton, 1964, a été le premier à donner un modèle rigoureux de la sélection par souche. Avant lui, Fischer et Haldane l'avaient proposé de manière imprécise. Toutefois, pour mon propos, je m'appuierai non pas sur la sélection par souche, mais sur des considérations de réciprocité. L'ajustement, fitness, fut un organisme et pour un organisme est la mesure probable de son succès reproductif étant donné ses caractéristiques et son milieu. Ainsi, les mutations qui améliorent l'ajustement sont celles qui tendent à se perpétuer et elles s'accumulent au fil du temps. Ce qui tend à la survie, à l'accouplement et aux soins entourant le succès reproductif chez la descendance et les autres parents de souche et ce qui améliore l'ajustement. Les conditions qui font que certaines caractéristiques d'un organisme améliorent l'ajustement s'appellent des pressions de la sélection. Le trait d'un organisme résultant d'une histoire de pression de la sélection en faveur de ce trait s'appelle une adaptation. Une adaptation est ainsi un trait qui en arrive à prédominer dans une population parce qu'il a contribué au succès reproductif dans les milieux au cours de l'histoire. Dans des milieux au cours de l'histoire. Nous pouvons parler de systèmes réalisant différentes choses dans un organisme, et une chose est une fonction biologique de ce système. Si le fait que le système réalise cette chose constitue une adaptation, si le système est adapté à la réalisation de cette chose. Toutes les caractéristiques d'un organisme ne sont pas des adaptations, et toutes les choses utiles réalisées par un organe ne constituent pas une fonction biologique de cet organe. Un nez n'est pas adapté à faire tenir des lunettes. Cela ne fait pas partie de sa fonction biologique de réaliser cela. Après tout, il n'y avait pas de lunettes dans les milieux où s'est produite l'évolution du nez de l'homme. Et ainsi, il n'y a pas eu de pression de la sélection pour la capacité à porter des lunettes. D'un autre côté, les valves du cœur constituent bien des adaptations, car leur apparence résulte d'une histoire de pression de la sélection favorisant le blocage du flot sanguin dans une direction mais pas dans l'autre. Ce blocage unidirectionnel du flot sanguin est leur fonction biologique. Par leur adaptation au blocage du reflux du sang, elles imitent le dessin des valves dans une pompe construite par l'homme. Simons, 1979, étudie avec soin ce qu'est une adaptation et le type d'éléments matériels qui peuvent appuyer la conclusion selon laquelle un trait donné d'un organisme constitue une adaptation.
Il est bon de souligner qu'un génotype transmis ne se traduit pas forcément de manière simple et directe dans le phénotype que nous observons. Il y a interaction du génotype et du milieu pour produire le phénotype. Et même, le même génotype peut produire des phénotypes très différents dans différents milieux. Si les milieux ont varié dans l'histoire, alors il se peut que les organismes soient adaptés à réagir de façon à améliorer l'ajustement de manière différentielle selon les différents types de milieux dans l'histoire de leurs ancêtres. Dans des milieux inédits ou inhabituels, les organismes ont tendance à faire des choses qui n'améliorent pas leur ajustement puisque l'évolution ne travaille systématiquement à adapter des organismes qu'au milieu de leurs ancêtres. Si les organismes sont adaptés à réagir différemment à différents milieux ancestraux, alors il est très possible que dans les milieux inédits, ils réagissent à des indications qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblent à des indications présentes dans leurs milieux ancestraux. Il est possible que leur réaction à ces indications améliore ou amoindrisse leur ajustement. Ceci s'applique particulièrement aux êtres humains qui sont adaptés à vivre dans des contextes de plusieurs types, à réagir de façon flexible à une grande diversité d'indications que peuvent leur offrir leur culture, et qui vivent dans un monde entier à cause de la culture et de ses effets ramifiés, dans des contextes évolutionnaires inédits. Dans notre application de la théorie darwinienne, la psyché de l'homme, nous ne devrions pas être à la recherche de modèles rigides de comportement, mais de capacités à réagir différemment à des milieux différents. De fait, nous devrions être à la recherche des plans de la nature pour la pensée, l'émotion et la motivation de l'homme en cas d'imprévu. Il est possible que dans certains cas, des tendances à réagir différemment à différents types de situations constituent des adaptations. C'est le cas ou pas, selon en gros que ces modèles dans des milieux humains primitifs auraient une tendance au total à promouvoir la reproduction des individus. La biologie de la coordination. Une fois posée cette ébauche de l'adaptation biologique, je passe à la coordination. Ce que je suggère, c'est que les systèmes de contrôle normatif chez les êtres humains sont adaptés pour arriver à la coordination interpersonnelle. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Pour répondre, je vais schématiser les recherches de Thomas Schelling sur la coordination rationnelle dans la poursuite de buts humains et l'analogue évolutionnaire que John Maynard Smith propose de la théorie de Schelling. C'est dans Schelling, 1960, que l'on trouvera la réflexion classique sur la coordination et la négociation. Maynard Smith, 1976 et 1982, a été un des premiers à appliquer la théorie des jeux à l'évolution du comportement. Son premier livre pour une présentation accessible et le dernier pour un développement plus complet.